Eh bien salut à tous, on se retrouve pour une vidéo qui sera un peu flippante. Nous allons donc parler de Richard Chase, qui est un tueur en série surnommé le vampire de Sacramento. Mais faisons un petit retour sur son passé, l'enfance. Chase se décrit comme ayant été abusé de sa mère. Dès l'âge de 10 ans, il montrait les symptômes de la triade McDonald. Et je ne parle pas du McDonald's chez qui vous allez vous goinfrer régulièrement. Petite pointe d'humour avant que ça soit beaucoup plus dark. La triade McDonald, également connue sous le nom de triade de sociopathe. C'est un ensemble de 3 caractéristiques comportementales habituellement associées à des prémices de violence. La triade associe cruauté envers les animaux, pyromanie et énurésie nocturne, persistant après l'âge de 5 ans, ainsi que des comportements violents, particulièrement homicidaires. Durant son adolescence, Chase était alcoolique et toxicomane, exactement comme moi. Il souffrait aussi de troubles de l'érection, exactement comme moi également, dû à des problèmes psychologiques causés par une colère refoulée, selon son thérapeute à cette époque, jeune adulte. Chase développa une hypocondrie en grandissant. Hypocondrie ou trouble hypocondriaque. C'est un trouble de la santé mentale caractérisé par une peur, une anxiété excessive et bouleversante concernant la santé et le bon fonctionnement du corps. Il se plaignait souvent que son cœur s'arrêtait de battre et que quelqu'un lui avait volé ses artères pulmonaires. Il se serait aussi souvent mis des oranges sur la tête en pensant que les vitamines D allaient traverser pour aller directement à son cerveau. Il pensait également que ses os crâniens s'étaient séparés entre eux et tournaient autour de sa tête. Il se rasait donc le crâne afin de pouvoir étudier les mouvements de ses os. Je sais pas comment c'est possible, mais voilà, apparemment, c'est possible de penser cela et d'essayer de constater. Après avoir quitté la maison de sa mère en pensant qu'elle voulait l'empoisonner, Chase loua un appartement avec ses amis. Dès qu'il emménagea, il fit condamner la porte de sa chambre et créa une sortie de secours en quelque sorte dans un des murs de sa chambre. Donc pour entrer dans sa chambre, t'étais obligé de passer par cette porte-là et ça donnait directement sur l'extérieur. Ce qui lui permettait de contrôler chaque mouvement de qui va dans sa chambre ou non. Ses colocataires se plaignaient qu'il était régulièrement, voire même constamment, sous les effets de l'alcool, de la marijuana et de la LSD. Ils lui demandèrent donc de partir de l'appartement et de le laisser seulement pour eux, mais il refusait, clairement. Il faut refuser et continuer ses conneries. Et donc, ce sont eux qui sont partis de l'appartement, laissant Chase seul dedans. Une fois seul dans l'appartement, Chase en profita pour commencer à kidnapper et à tuer des animaux. Toutes sortes d'animaux, hein. Pas un type particulier. Il les aurait ensuite dévorés crus, mélangeant parfois les organes à du Coca-Cola pour se faire un petit milkshake au bord de la plage. Il pensait que cela permettait à son cœur de ne pas s'atrophier. Placement. En 1975, Chase fut placé contre son gré dans un institut psychiatrique, après qu'il ne se fût empoisonné le sang en s'injectant du sang de lapin directement dans les veines. Une fois, lorsqu'il était dans l'institut psychiatrique, il fut retrouvé par les médecins avec la bouche pleine de sang. Il a essayé de faire croire qu'il s'était coupé en se rasant. Mais bon, quand tu te coupes en te rasant, t'as pas du sang sur toute la bouche. T'en as là, un petit peu par là, quoi. Ça peut arriver. Mais non, pas tout autour de la bouche. Par la suite, les médecins ont découvert qu'en fait, il s'était fait un petit repas, tranquillou, avec des oiseaux. Et qu'il les jetait les cadavres par la fenêtre, tout simplement. Donc, les cadavres étaient bien visibles par terre, en bas de sa fenêtre. L'équipe médicale commença à l'appeler Dracula. Il y avait des discussions qui tournaient autour du fait que est-ce qu'il était schizophrène ou est-ce que c'était la drogue qui amenait des psychoses. Après avoir subi une batterie de traitements à base de psychotropes, Chase fut considéré comme ne plus être un danger pour le monde. Il fut relâché en 1976 et confié à sa mère, qui, elle, n'aimait pas trop le fait que son fils prenne des antipsychotiques, c'est ça. Et donc, elle le sevrera, tout simplement. Et bien sûr, si tu sevres quelqu'un qui est censé prendre des antipsychotiques, ça se passe rarement bien. Donc après ça, la mère de Chase ramena Chase, tout simplement, dans son appartement, pour qu'il puisse reprendre une vie normale, en quelque sorte. Plus tard, les investigations révélèrent que durant 1977,
Chase fut stoppé par un natif de la réserve du lac Tahoe. Je pense que ça se dit comme ça. Puis arrêté. Il conduisait un camion contenant des armes, un seau plein de sang et portait un maillot imbibé de sang. Il réussit à le persuader qu'il y avait un malentendu, un quiproquo, et qu'il venait juste de finir de chasser un animal tout simplement. Donc, il n'y a eu aucune poursuite et aucune charge ne fut retenue. Meurtre et autres crimes. Le 29 décembre 1977, Chase tua sa première victime, Ambrose Griffin, ingénieur de 51 et père de 2 enfants. Le 11 janvier 1978, Chase demanda une cigarette à sa voisine, jusque-là rien d'anormal, mais une fois la cigarette donnée, il la força à lui donner le paquet entier. Et c'était le début d'un peu ses problèmes dans son quartier. 2 semaines plus tard, il essaya d'entrer dans la maison d'une autre femme, tout simplement, mais il renonça rapidement car la porte était fermée. Chase déclara plus tard aux enquêteurs que si une porte était fermée, c'est qu'il n'y était pas invité. En revanche, si la porte était ouverte, c'est qu'on lui proposa d'entrer. Un jour, un couple le poursuivit car il avait volé des biens à ce couple. Il avait uriné et déféqué sur le lit de ces malheureux. La victime suivante de Chase était Teresa Wallin. Je fais une petite voix off pour préciser qu'il est possible d'avoir des photos de son cadavre sur internet. Bien sûr, je ne les montrerai pas pour des raisons évidentes, mais pour les petits curieux, je tiens à préciser que âme sensible s'abstenir. Celle-ci fut surprise par Chase dans sa maison alors qu'elle était enceinte de 3 mois. Chase lui tira dessus 3 fois, ce qui lui fut fatal. Il se lèvera par la suite à de la nécrophilie, puis à diverses mutilations sur son cadavre, l'éventrant et en découpant plusieurs de ses organes, dont les reins qu'il alla poser sur le lit de la défunte, avant de revenir avec un yaourt afin de mieux boire son sang. Après avoir bu le sang, il a déféqué dans la bouche de la victime. Le 23 janvier 1978, 2 jours après avoir tué Teresa Wallin, Chase acheta 2 animaux à son voisin dans le but de boire leur sang, tout simplement. Ça est devenu un petit fantasme. Le 27 janvier, Chase commit ses derniers meurtres. Lorsqu'il entra dans la maison d'Evelyn Miroth, 38 ans, il croisa l'ami de celle-ci, Danny Meredith, qu'il abattit avec une arme de calibre 22. Il vola le portefeuille et les clés de la voiture de cette dernière, avant de tuer Evelyn Miroth, son fils de 6 ans, Jason, ainsi que le neveu, David, de 22 mois. Il se livra encore à des actes de nécrophilie et de cannibalisme sur le corps de Miroth. Sauf que cette fois-ci, une fillette de 6 ans qui avait rendez-vous avec la défunte frappa à la porte. Elle surprit Chase, qui quitta la scène du crime en utilisant la voiture de Meredith, et en portant le corps de David avec lui. La fillette appela les voisins, qui ces derniers appela la police tout simplement, qui une fois sur place s'aperçut que Chase avait laissé énormément d'empreintes de doigts et de chaussures dans le sang des victimes. Chase quant à lui retourna tranquillement dans son appartement, où il but le sang de David et mangea plusieurs de ses organes internes, dont le cerveau, avant de laisser le corps dans une église proche, le procès. Lorsque les policiers pénétrèrent dans la résidence de Chase, il se rendit compte qu'il n'avait même pas cherché à cacher ses meurtres précédents. Il y avait des traces de sang partout dans la maison. Malgré tout, Chase continua à clamer son innocence. Tout ce que j'ai fait, c'est tuer quelques chiens. En 1979, le procès de Chase pour 6 meurtres commença. Afin d'éviter la peine de mort, la défense plaida coupable mais sans préméditation, ce qui devait conduire à une peine de prison à vie, mais pas la peine de mort. Pour moi, la peine de prison, c'est peut-être pire que la peine de mort. Ça dépend du point de vue, je ne sais pas. Cette défense reposa sur la maladie mentale de Chase, le manque de planification des crimes, ce qui donna une preuve de non-préméditation des crimes. Malgré cela, le 8 mai, le jury déclara coupable Chase de 6 meurtres avec préméditation, ce qui le conduisit à une peine de mort dans la chambre à gaz. Les compagnons de détention de Chase, dont plusieurs membres de gang, sachant qu'il avait d'étranges comportements et connaissant la nature criminelle de Chase, lui firent peur et selon les officiels de la prison, le poussaient régulièrement au suicide. Chase accorda une série d'interviews à Robert Ressler, durant lesquelles il lui confia ses peurs au sujet des nazis et des ovnis. Disant qu'il était obligé de tuer pour survivre,
et que n'importe qui aurait fait la même chose. Il demanda à Ressler de lui donner accès à des radars afin qu'il puisse intercepter les ovnis nazis pour les arrêter et les inculper des meurtres. Il lui remit une grosse quantité de macaroni au gratin qu'il avait amassé dans ses poches et qu'il avait récupéré de la cantine de la prison en croyant que les officiels de la prison travaillaient avec les nazis et essayaient de l'empoisonner. Le 26 décembre 1980, un garde de la prison retrouva Chase endormi dans son lit, ne respirant plus. L'autopsie conclut qu'il s'était suicidé en faisant une overdose d'antidépresseurs qu'il avait amassé pendant les semaines précédentes. Le film Le sang du châtiment, sorti en 1988, est librement inspiré des crimes de Chase. Tout comme Maurice G. Dantec, je sais pas comment ça se dit, s'est inspiré de Chase pour le tueur de la première partie de son roman Les Racines du Mal, publié en 1995. La transition a dû vous faire mal aux yeux parce que d'un seul coup il y a beaucoup de lumière, n'est-ce pas? Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre des petits commentaires. Sur ce, je vous dis portez-vous bien et à la prochaine.